mot même de race est assez récent, ça viendrait de l'italien razza. Et pendant longtemps, ça signifie plutôt la lignée. Quand le père du Cid dit qu'il faut lever cet affront, le premier dont ma race est dû subir l'affront, c'est juste ma lignée. Et le mot race ne devient vraiment ce qui donnera le racisme, puisqu'au milieu du 19e siècle, quand se constituent les écoles d'anthropologie, mais si on prend le cas de la Société d'anthropologie de Paris, dans ses statuts, on définit le début de la Société d'anthropologie comme l'étude scientifique des races humaines. C'est un peu paradoxal de voir comment les savants les plus éminents de cette époque, donc 19e, fin 19e siècle, comment ils ont pu produire un discours aussi qu'on qualifierait aujourd'hui de raciste, aussi dévalorisant, et comment ils ont pu produire un discours hiérarchisant, inégalitaire. Mais en fait, pour l'expliquer, il faut mobiliser deux contextes, c'est-à-dire un contexte proprement scientifique. On est dans une démarche, là, depuis le XVIIIe siècle, une démarche classificatoire. Cette classification, au départ, elle a juste comme fonction de décrire la diversité. Pourquoi on passe par cette idée de classification? Parce que classifier, c'est tout simplement naturel. On classe. Naturellement, notre cerveau fait des classifications. Vous allez classer des tables dans le groupe table, des chaises dans le groupe chaise, même s'il y a beaucoup de différences entre elles. Mais on a un algorithme dans le cerveau qui nous amène inévitablement à classer. Les savants ont envie de mettre de l'ordre dans la nature et on classifie donc la botanique avec Linné bien sûr, la zoologie et le monde animal, on veut identifier les espèces, les sous-espèces, les familles, etc. Donc cette mise en ordre, elle est générale et assez naturellement de l'animal on passe à l'homme. Et cette diversité qu'on observe sur la planète, eh bien, on l'appréhende sous l'angle de l'approche classificatoire et on utilise cette notion de race qui a été déjà utilisée en zoologie. On peut considérer que les classifications prennent une nouvelle forme à partir du moment où la notion d'espèce est bien définie. Et c'est le cas avec John Ray à la fin du XVIIe siècle. Avec John Ray, l'espèce devient quelque chose de fondamental, qui est immuable. Alors qu'auparavant, il y avait plusieurs théories qui défendaient l'idée qu'il y avait transmutation possible des espèces. Donc le fait que l'on considère que l'espèce est quelque chose de stable permet de donner une nouvelle forme, une nouvelle importance aux classifications. Schématiquement, il y a un moment où les scientifiques se mettent à classer tout ce qu'ils voient dans la nature. Donc on classe les animaux, les plantes, et bien évidemment, on va aussi classer les humains. Et on classe les humains en fonction de leur apparence. Et donc les catégories que l'on crée sont basées essentiellement beaucoup sur la couleur de peau, et on leur donne le nom de race. Donc schématiquement, c'est les Européens, les Africains, les Asiatiques, les Amérindiens. Les blancs, les noirs, les jaunes, les rouges, qui ont chacun leurs défauts, sauf le blanc qui, lui, est très bien. Homo sapiens albus, si je me souviens bien. Classification, ça fait partie des termes scientifiques qui vont classer. À peu près à la même époque, un tout petit peu après, c'est un nommé Blumenbach, c'est lui qui va utiliser le terme de caucasien pour désigner la race dite blanche, en disant que c'est dans le Caucase qu'il y a les plus beaux types humains. Le problème qu'il y a eu dès le début avec les classifications de races, c'est qu'il y avait deux autres composantes. Il y a eu tout de suite une hiérarchie sur ces classifications, c'est-à-dire qu'on a tout de suite décidé qu'une des boîtes, une des classes était au-dessus des autres, et comme c'est essentiellement les scientifiques européens qui ont travaillé à ces classifications, ils ont mis bien sûr la classe européenne au-dessus. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'on a rajouté une hiérarchisation. Est-ce que c'est le fait de classer en race qui est problématique? Est-ce qu'en soi, c'est problématique? Alors, on considère que c'est problématique parce qu'on connaît, on a une histoire de l'utilisation du concept de race. Mais en soi, ce n'est pas problématique, c'est simplement reconnaître qu'il y a une diversité humaine. Et ça, c'est indéniable. Alors, bien sûr qu'il y a tous les intermédiaires possibles entre les plus, par exemple, je sais pas moi, les Congolais et les Suédois, bien sûr.
Mais c'est dans la nature aussi. Vous allez retrouver toutes sortes d'intermédiaires chez de très nombreux mammifères, chez de trop nombreux oiseaux, entre des catégories qui sont appelées races par les spécialistes de zoologie, etc. Quand vous faites une étude du concept de race, il est très largement utilisé dans toutes les disciplines scientifiques, encore aujourd'hui. Et ce qui pose problème, c'est pas tellement ça, c'est l'idée de hiérarchisation des races. C'est à partir du moment où on fait un lien entre les caractéristiques physiques, physiologiques, et les caractéristiques mentales, culturelles, philosophiques, psychologiques. Là, c'est là que commence le racisme. Cette démarche classificatoire, elle aurait pu ne pas s'accompagner d'une vision hiérarchisante. Finalement, on aurait pu essayer de classer sans forcément hiérarchiser et dire qu'il y avait des races supérieures et des races inférieures. Or, si ils ont produit ce type d'analyse, c'est parce qu'on était dans un contexte économique et politique qui, depuis l'esclavagisme, a entraîné une vision du monde extrêmement dévalorisante pour certaines catégories de populations, les populations africaines, les populations amérindiennes et dans une moindre mesure les populations asiatiques. En effet, au XVe siècle, donc l'esclavage des Africains commence dans la péninsule ibérique. Au même moment, il y a des esclaves slaves, donc des esclaves de couleur blanche qui viennent d'Ukraine. Et c'est essentiellement du fait de la fin de l'approvisionnement de ces esclaves venant donc de l'Ukraine, de la Russie, du Caucase, que va se développer l'esclavage des Africains. Mais il n'y a pas une notion de race qui ferait que les Africains seraient plus esclavagisés que les Slaves. De fait, pour des raisons complètement historiques, c'est-à-dire la chute de Constantinople par les Turcs en 1453, ce qui est privilégié, c'est le recours à l'esclavage des Africains, parce que il y a plus d'Européens à réduire en esclavage. Alors ensuite, dans un deuxième temps, l'idée de race va commencer à se développer lorsque les naturalistes, au XVIIIe siècle, se posent des questions sur la diversité de l'humanité. Ils essayent de comprendre pourquoi ces différences physiques. On est aussi dans une volonté d'esprit de classification. C'est d'abord Linné, puis Buffon. Mais encore une fois, donc, pendant une bonne partie du XVIIIe siècle, la majorité des naturalistes pensent qu'il n'y a qu'une espèce humaine, que l'ensemble des hommes descendent d'Adam et Ève, en gros, et que s'il y a des gens qui sont noirs, c'est parce que ils auraient dégénéré. Donc. Et puis peu à peu, le terme de race va définir un groupe de population. Il ne définit plus seulement l'origine familiale, l'origine de la lignée, mais il définit l'origine d'un groupe de population. Et c'est vraiment au début du XIXe siècle qu'on voit se répandre donc cette idée de race nègre, race noire, race blanche. Et c'est un moment qui se situe juste après donc la première abolition de l'esclavage dans les colonies françaises en 1794. Et dans ce contexte, les esclaves sont devenus citoyens. Et l'emploi de plus en plus grand du terme de race nous montre que finalement, un autre système de nomination est mis en place, donc un système qui se fait par race. Ça permet finalement aux élites locales qui sont en place de continuer à affirmer une forme de suprématie qui ne repose plus sur le statut juridique, qui ne repose plus sur la condition juridique, mais qui repose sur l'appartenance à une prétendue race. Tout scientifique est le produit d'un certain contexte économique, politique et intellectuel qui influence sa production scientifique. Et là, on a un bel et tragique exemple, puisque ces savants, pendant quelques siècles, ont affirmé avec beaucoup d'assurance qu'il y avait des races supérieures et des races inférieures. L'autre facteur important, c'est qu'on a rajouté un phénomène fondamental qu'on appelle l'essentialisation. C'est-à-dire qu'on a
rajouter un facteur qui fait que quand on est dans une catégorie donnée, on ne peut pas en sortir, et surtout c'est un critère qui va définir tout de vous. En résumé, grosso modo, c'est les noirs sont paresseux, les blancs sont avares, les jaunes sont des informaticiens, etc. Comme si de connaître la boîte dans laquelle on vous met déterminait tout de vous, déterminait toute votre essence. Toutes ces représentations, en fait, n'ont pas été créées par les scientifiques, hein, mais elles ont été légitimées, elles ont trouvé une force évidemment beaucoup plus grande, parce que la science voulait démontrer qu'il y avait des races supérieures et des races inférieures. Voilà. Et ce discours-là, évidemment, il s'est diffusé. Enfin, ces représentations, elles étaient déjà présentes, mais cette légitimation scientifique des représentations leur a donné encore beaucoup plus de force. Et on voit bien comment tout ça s'est diffusé dans l'espace public, hein, comment la littérature aussi a véhiculé ces histoires de races supérieures et inférieures, les manuels scolaires. Si on ouvre un manuel scolaire de la Troisième République, par exemple celui de Paul Bert, on lit une page entière sur la race supérieure, c'est la race blanche, elle est dynamique, intelligente, elle a colonisé, et elle domine le monde. Et puis en dessous, etc. Et au bas de l'échelle, Paul Bert place les pygmées, cette petite race de petits hommes, etc. Voilà, donc les manuels scolaires, les ouvrages savants, si on ouvre les ouvrages d'Ernest Renan, là aussi on voit cette pensée raciale extrêmement inégalitaire. Hein. Il dit que la race jaune est une race de paysans, que la race noire est une race inférieure, et que la race blanche est appelée à dominer le monde et domine le monde. Voilà ce qu'on lit couramment sous la plume des écrivains, des philosophes, des historiens. Les historiens ont aussi beaucoup mobilisé ces histoires ces représentations raciales, hein, pour expliquer la domination de la France ou de la Grande-Bretagne ou des États-Unis. Hein, cette domination s'expliquait par des qualités raciales, naturelles, innées de la race blanche ou de la race anglo-saxonne. Toutes ces idées d'inégalité des races ont prospéré pendant plusieurs siècles. Hein, et voilà. Et elles n'ont pas épargné des idéologies comme l'idéologie républicaine. Monsieur Le Pen, est-ce que vous êtes prêt ce soir, sans faux fuyant, sans détour, à nous affirmer que les races humaines sont égales entre elles, qu'aucune n'est supérieure ou inférieure à l'autre? Oui, on pourrait dire ça, à condition de noter en même temps que toutes les races sont égales, mais il y en a qui sont plus ou moins égales, n'est-ce pas? Il y en a qui sont plus égales que les autres. Donc ça veut dire pour vous qu'il y a quoi, une hiérarchie? Non, ça je laisse cette opinion à certains pères de la République que je ne vais pas manquer de vous citer. Par exemple, Jules Ferry. Le devoir des peuples civilisés est de mettre dans leur rapport avec les peuples barbares la plus grande longanimité, celle d'une race supérieure qui ne conquiert pas pour son plaisir. Et une autre. Nous avons trop l'amour de notre pays pour désavouer l'expansion de sa pensée et de sa civilisation. Nous admettons le droit et même le devoir des races supérieures d'attirer à elles celles qui ne sont pas parvenues au même degré de culture et de les appeler au progrès réalisé grâce aux efforts de la science et de l'industrie, c'est de Léon Blum. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on sait à l'heure actuelle? On sait qu'il y a des différences génétiques entre les individus selon l'endroit d'où leurs ancêtres viennent. C'est-à-dire que dans notre génome, dans notre diversité génétique, est inscrit notre origine géographique, ou plutôt l'origine géographique de nos ancêtres. Donc quelqu'un dont les ancêtres sont plutôt européens va avoir des différences génétiques avec quelqu'un dont les ancêtres sont plutôt africains. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que ces différences sont faibles. C'est-à-dire que si vous comparez deux individus, entre guillemets, dont les ancêtres sont essentiellement européens, vous allez trouver beaucoup de différences entre eux, deux Africains entre eux, encore plus de différences entre eux, et il va y avoir seulement un petit peu de différence du fait d'être plutôt européens ou africains. On dit que l'essentiel de la diversité génétique est dû à la diversité, on dit, à l'intérieur des populations ou à l'intérieur des continents plutôt qu'entre les continents.
on peut même quantifier ça, hein, c'est ce qui est un des objets de la génétique des populations, qui dit que du fait d'habiter d'un bout à l'autre de la planète, ça n'entraîne que 5% de différence en plus que si vous comparez deux individus, on va dire, de la même population ou du même continent. On peut aller effectivement de Helsinki au Cap, en Afrique du Sud, sans qu'il y ait jamais de frontières. C'est bien que de ce point de vue-là, il n'y a pas de... On ne peut pas faire d'espèces au sens où la zoologie le fait. Encore que ce ne soit pas si simple que ça. On sait que nous, on s'est croisés avec Néandertal. On a quelques pourcentages de gènes de Néandertal. On s'est croisés aussi avec Denisova qui était en Asie. Denisova et Néandertal se sont croisés. Donc c'est un des critères, la possibilité ou non de croisement, mais c'est un critère qui reste flou. Et en tout cas, pour les humains, par définition, tous les humains peuvent se croiser les uns avec les autres. Il y a de la diversité génétique, mais elle est faible. Il faut bien se rappeler qu'au 19e, comme il n'y avait que la couleur de peau comme marqueur, je dirais, d'origine géographique, on pensait qu'il y aurait des différences beaucoup plus fortes d'un point de vue génétique entre les populations humaines. Et ça a été d'ailleurs un des grands résultats des années 60 que de montrer qu'en fait, il y avait peu de différences génétiques entre les populations. Néanmoins, il y en a. Et si vous me donnez des données génétiques de quelqu'un, je peux vous dire d'où il vient, il n'y a pas de problème. C'est d'ailleurs là-dessus que sont basés la plupart des tests d'origine, qui sont à peu près exacts si on est à l'échelle du continent. Donc, il y a de la diversité. Alors, à l'heure actuelle, en France, pour décrire cette diversité, le fait qu'il y a des différences entre les individus selon les origines géographiques, on n'utilise pas le terme de race, parce que, comme je vous l'ai dit, le terme de race a été dès le début entaché de cette idée de hiérarchisation et d'essentialisation. Donc nous, on utilise plutôt le terme de population, qui est un terme beaucoup plus neutre. D'ailleurs, on fait de la génétique des populations, on ne fait pas de la génétique des races. Et la génétique aussi nous amène autre chose, je trouve, qui est intéressant pour réfléchir ces questions de racisme et de race, c'est qu'elle a prouvé de façon non ambiguë qu'on vient tous d'Afrique, et qu'on a une origine, entre guillemets, récente africaine. Alors, récente, hein, je fais de l'anthropologie, donc c'est assez subjectif. Grosso modo, notre ancêtre commun à l'homme et au chimpanzé, hein, on ne descend pas du chimpanzé, notre ancêtre commun date d'à peu près 7 millions d'années. L'émergence de notre espèce date de 200 à 300 000 ans, c'est-à-dire Homo sapiens, et il y a une sortie d'Afrique. Donc toute cette évolution, elle se fait uniquement en Afrique. L'émergence d'Homo sapiens est en Afrique. Et il y a une sortie d'Afrique il y a environ 70 000 ou 100 000 ans, où notre espèce part à l'aventure sur les autres continents. Donc ça rappelle qu'on a une origine récente commune africaine. Quand il sort d'Afrique, il était sûrement plutôt de peau sombre. Et puis ensuite, donc, Sapiens se répand dans toute l'Eurasie d'abord. Il arrive en Australie vers moins 60 000 ans, alors parce qu'il est d'abord resté plutôt sous des latitudes chaudes. Après, il part aussi vers l'Europe, vers moins 40 000, et puis certains vont monter jusqu'en Sibérie et passer le détroit de Bering, peut-être aux alentours de 20-25 000 ans, mais on a des fois des dates plus anciennes. Donc il va y avoir une tendance, en fonction du rayonnement solaire, à avoir des peaux de plus en plus claires quand on remonte vers le nord. Il y a aussi ce qu'on appelle la sélection sexuelle, c'est-à-dire qu'une partenaire va avoir tendance culturellement à choisir, à privilégier tel ou tel trait dans le partenaire. Et il y a même des choses plus précises, c'est qu'on connaît maintenant à peu près l'histoire de l'émergence des couleurs de peau. Et ça, je pense que c'est important à rappeler dans le cadre, je dirais, d'une éducation au sens large sur le racisme. En Afrique, grosso modo, les populations sont plutôt de couleur de peau foncée, parce qu'une couleur de peau foncée permet de protéger de certains rayonnements du soleil en empêchant la destruction de certaines hormones qui sont importantes pour le développement. Bref, entre guillemets, il y a un avantage en termes de sélection naturelle, c'est-à-dire de meilleure survie et de reproduction, d'être de couleur de peau foncée. Donc ceux qui étaient de couleur de peau foncée se sont mieux reproduits et du coup,
petit à petit, sur l'ensemble du continent africain, on retrouve plutôt une couleur de peau foncée. Avec, quand on regarde des gradations, c'est pas du tout uniforme, il y a beaucoup de variations. Mais bon, bref. Quand Sapiens sort d'Afrique, il y a environ 100 000 ans, il arrive dans d'autres environnements. La première sortie, en fait, d'Afrique, elle va aller jusque vers l'Australie. Elle reste plutôt dans les zones intertropicales et donc on est dans un même niveau à peu près d'ensoleillement. Donc c'est des couleurs de peau foncées qui se répandent. Et d'ailleurs, ça va jusqu'en Australie, en Papouasie, en Nouvelle-Guinée. Mais l'aventure humaine ne s'arrête pas là. On va aller vers des latitudes plus élevées, en Europe et en Asie. Et là, on va avoir une adaptation à un ensoleillement moindre qui va entraîner une sélection pour des couleurs de peau plus claires. Autrement dit, plus on monte en latitude, plus, entre guillemets, on s'éclaircit. Et on s'éclaircit par sélection naturelle. C'est-à-dire que les gens plus clairs de peau arrivent à mieux assimiler la vitamine D quand il y a peu d'ensoleillement. Et donc, on a une sélection au fil des générations, c'est-à-dire que ceux qui sont de couleur de peau plus claire survivent mieux, se reproduisent mieux, et petit à petit, les variants génétiques qui portent se répandent dans les populations, et on voit les populations devenir de plus en plus claires au fil du temps. C'est pas juste l'ensoleillement, l'alimentation joue aussi, parce que si vous avez une alimentation riche en vitamine D, entre guillemets, vous avez moins besoin d'être de couleur de peau claire pour quand même produire votre vitamine D, à tel point qu'on sait qu'en Europe, donc les premiers Européens sont de couleur de peau noire. De toute façon, c'est logique, on vient d'Afrique, donc les premiers Européens sont noirs de peau, et en fait, ils restent noirs de peau assez longtemps parce qu'ils ont une alimentation qui est riche en vitamine D, et que la couleur de peau claire est, entre guillemets, assez récente. On estime de l'ordre de seulement 10 000 ans. Avant ces 10 000 ans, l'Européen typique est noir de couleur de peau avec des yeux bleus. Et il y a 10 000 ans, donc, on a une sélection pour des couleurs de peau plus claires. De la même manière, en Asie, on a eu une sélection de couleurs de peau plus claires, donc dans les latitudes élevées. Ce qui est d'intéressant, c'est que ce n'est pas les mêmes variants génétiques qui ont été sélectionnés dans les deux cas. Donc, on connaît bien le mécanisme de la couleur de peau. La couleur de peau, c'est des adaptations, c'est de la sélection naturelle. Donc là aussi, outre le fait, à mon avis, intéressant de rappeler que les premiers Européens étaient noirs aux yeux bleus, ne serait-ce que pour casser un peu le discours que l'on entend souvent sur, entre guillemets, les Européens de souche, d'avoir compris le mécanisme, ça renforce cette lutte contre l'essentialisation. La couleur de peau, c'est une adaptation à de l'ensoleillement et de l'alimentation. Ça n'est rien d'autre. Donc, construire une typologie là-dessus pour décrire la diversité, c'est tout à fait normal. C'est d'ailleurs une démarche scientifique. Scientifiquement, je peux dire un tel est de couleur de peau foncée, un tel est de couleur de peau claire, un tel est de couleur de peau intermédiaire, etc. Ça n'est pas raciste. Le racisme, c'est vraiment quand là-dessus, je vais mettre une hiérarchisation et une essentialisation. On entend très régulièrement de la part d'un certain nombre d'idéologues l'idée que entre les invasions dites barbares et puis l'arrivée des barbares il y a 20 ou 30 ans dans nos cités, la France éternelle serait restée identique. Or, tout démontre le contraire, aussi bien archéologiquement que historiquement. Cette idée de France ancienne, elle est mythique. L'idée de nation ne date que de la Révolution française et du romantisme. Les mouvements de population n'ont pas cessé. Il y a eu l'arrivée des Bretons, des îles britanniques, les Vikings qui s'installent en Normandie, les Juifs expulsés d'Espagne en 1492, les Tziganes et toutes les suites des reines de France qui sont toutes étrangères, espagnoles, autrichiennes, polonaises, qui viennent avec leur cour. Entre un quart et un tiers des armées royales sont
sont des mercenaires étrangers qui évidemment s'installent et font souche. Et puis évidemment à partir du 19e siècle et de la révolution industrielle, eh bien, il y a d'abord les mouvements internes des campagnes vers les villes, et puis après il y a toutes les populations autour, italiens, espagnols, portugais, polonais, et puis après de plus en plus loin. Donc il y a tous ces mouvements, plus après tous les réfugiés politiques, etc. Il faut qu'on pense beaucoup plus de manière centripète que cette idée d'arbre qui en plus les branches se sépareraient, s'éloigneraient à chaque fois de plus en plus. C'est toujours ce fantasme de l'origine, de la création, etc. Aujourd'hui, cette idée de races différentes et inégales n'est plus revendiquée, n'est plus démontrée. En gros, depuis la Seconde Guerre mondiale et l'utilisation extrême qu'en a fait le régime nazi. Et le racisme actuel, qui prend des formes différentes, ne repose plus sur l'idée de race, mais sur l'idée de différences fondamentales entre différentes catégories de la population, définies soit par leurs origines, soit par la couleur de leur peau, soit par leur religion. Mais il reste ce qui est l'essentiel de la pensée raciste, c'est-à-dire le lien nécessaire entre certaines caractéristiques et certains comportements. Et cette pensée raciste se traduit, suivant les cas, par des opinions, par des représentations ou par des comportements. Quelqu'un qui a une pensée raciste ou racialiste va dire, même s'il y a peu de différences, moi ça me suffit pour faire des groupes que j'appelle race. Donc je ne pense pas que l'argument, il faille aller le chercher sur ce peu de différence entre les populations humaines. Il faut vraiment beaucoup plus aller le chercher sur cette idée de hiérarchisation et d'essentialisation qui était inhérent à l'idée de race construite au XIXe siècle. Et ce qui rend la chose difficile, c'est que nous ne cessons de faire des catégories dans la vie sociale. Nous disons les jeunes, les immigrés, les puissants, les dominants, enfin nous cessons de faire des catégories. Et que c'est le racisme, la pensée raciste, le mode de pensée raciste apparaît au moment où ces catégories deviennent des explications totales du monde. L'UNESCO, en 1950, suite aux horreurs de la Seconde Guerre mondiale, une des premières choses qu'elle a fait, c'est de réunir un grand nombre de généticiens pour essayer de réfléchir au concept de race, avec cette idée clairement affirmée que ça serait bien de sortir en disant que le concept de race est absurde. Et à l'époque, plusieurs généticiens, et notamment l'un des plus importants, Theodoros Dobanski, a considéré que c'était une absurdité, parce que ça sous-entendait que si les biologistes démontraient que les concepts de race ont un sens, ça voudrait dire que du coup, le racisme pourrait être justifié. C'est un peu mélangé des questions de type biologique avec des questions de type politique et des questions de type idéologique. Donc à mon avis, c'est un biais problématique qui nous rend très faibles, nous les antiracistes, universalistes, aujourd'hui où le concept de race est utilisé dans tous les sens. On est un peu démunis parce qu'on a tellement répété pendant des années et des années, des générations depuis la Seconde Guerre mondiale, qu'il n'y avait pas de race, qu'on est démunis aujourd'hui. Qu'est-ce que nous dit la science actuelle sur ces côtés d'hiérarchisation et d'essentialisation ? Bon, bien sûr, a priori, il n'y a pas de hiérarchie, je veux dire, à partir des données génétiques. Qu'est-ce qu'on pourrait voir comme hiérarchie si on va essayer de pousser le fil le plus loin possible ? On pourrait dire qu'effectivement, quelqu'un qui, dans son patrimoine génétique, a une meilleure adaptation à un endroit donné, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il est supérieur d'un point de vue génétique aux autres à un endroit donné ? Mais bon, voilà, ça s'arrête là. En tous les cas, ce n'est pas du tout une hiérarchie morale comme elle était sous-entendue dans l'idée de racisme. Donc on peut dire, grosso modo, la hiérarchisation, en tous les cas, ça ne tient plus la route. L'autre chose que déconstruit beaucoup la génétique, c'est cette notion d'essentialisation. Parce que dans l'idée d'essentialisation, il y avait un espèce de résumé de la pensée. Je vois votre couleur de peau, je sais tout de vous. Je sais vos capacités morales, intellectuelles, même à la limite ce que vous pensez. Et ça, la génétique le déconstruit formellement. Parce que maintenant, par exemple, la couleur de peau, on sait comment ça fonctionne à peu près d'un point de vue génétique. On sait qu'il y a un certain nombre de variations de gènes qui sont impliquées dans des différences de couleur de peau. Mais ça ne dit rien d'autre.
le codage génétique pour la couleur de peau n'explique que la couleur de peau. Elle n'explique pas si vous êtes gentil, si vous êtes agressif, si vous êtes égoïste, si vous êtes paresseux et tous les poncifs qu'on a pu sortir au sujet des races. Donc, en tous les cas, pour ce qui est de l'essentialisation, c'est clair que la génétique est profondément contre cette idée d'essentialisation. Ce qui n'est pas si évident que ça, parce qu'il y a quand même eu des courants en médecine dans les années 80-90 et qu'on voit ressurgir régulièrement avec une tentative d'explication essentialisante de la génétique, que l'on va retrouver dans les recherches. On va essayer de trouver la variation génétique du crime, la variation génétique de l'homosexualité. Et même si vous cherchez un peu dans ce courant, vous allez voir des gens qui vont essayer de chercher la variation génétique qui explique le sentiment religieux, la variation génétique, etc. Donc il reste toujours dans, je dirais, l'ensemble de la communauté génétique, des espèces de relents réguliers de cet essai, je dirais, d'essentialisation, comme si c'était un prêt-à-penser agréable dans lequel se fourvoient régulièrement des gens. Mais on peut dire que dans l'ensemble, l'essentialisation n'est pas, on va dire, supportée par les données génétiques. On entend souvent dire que le concept de race a été éliminé, a disparu depuis les années 50 suite à la Seconde Guerre mondiale. C'est assez faux. Lorsqu'on fait une étude des revues scientifiques, de quelque domaine que ce soit, on va se rendre compte que le nombre d'articles dans lequel il y a un titre, dans le titre le mot race, il y en a chaque année. Moi, je me suis amusé à faire cette étude, il y en a dans la plupart, que ce soit des revues de génétique, des revues de physiologie, on retrouve régulièrement le mot race. Si vous voulez, par exemple, on va voir une étude sur les maladies du rein, quelles sont par rapport à l'appartenance raciale. Et lorsque l'on étudie les autres mondes que le monde occidental au sens large, on va voir que dans beaucoup par exemple aux Indes, c'est extrêmement utilisé. Il y a des géographes indiens, et c'est très répandu dans le monde universitaire indien, où on retrouve les mêmes termes que dans les années 20-30, c'est-à-dire congoloïdes, méditerranéens, ariens, pour définir les différents peuples des Indes. Ça, c'est très facile à trouver, ça. Vous retrouvez en Russie, j'ai constaté cela, des encyclopédies pour les jeunes où on présente l'être humain en présentant les 3 races. Jaune, noir, rouge. Donc l'idée que le concept de race n'existe plus, alors qu'il est utilisé tout le temps en zoologie, en médecine, etc., c'est une invention des antiracistes, malheureusement, dont je fais partie, des antiracistes universalistes. Elle est très présente, la race. Alors aujourd'hui, on dit qu'elle réapparaît sous une autre forme. C'est vrai, elle apparaît sous une autre forme, une forme entre guillemets sociologique, c'est-à-dire que vous n'êtes pas... C'est pas la concept de race biologique qui est défendu par pas mal de mouvements, les décoloniaux, les indigénistes, etc. C'est l'idée que vous êtes d'une race parce que vous racisez, c'est-à-dire c'est les autres qui vous donnent, qui vous mettent dans une catégorie raciale. Ce qui ne peut s'entendre, hein. On comprend bien que vous êtes noir avant tout parce qu'on vous dit que vous êtes noir. Ça, mais c'est pas une nouveauté. Sartre l'avait déjà dit pour les Juifs, par exemple. Alors, ce qui pose problème dans ce retour-là, c'est pas ce que je viens de dire, c'est pas de dire que vous êtes racisé, que dans le sens que c'est les autres qui vous mettent dans une catégorie. Ce qui pose problème, c'est que l'on utilise ce concept-là pour tout expliquer, pour tout défendre. C'est-à-dire qu'on essentialise. Vous n'êtes plus un individu, vous êtes un représentant d'un groupe. Vous n'êtes plus Dupont, vous êtes un blanc. Et à partir de là, vous ne pouvez plus exister en tant qu'individu. Et on le voit bien, puisque on défend l'idée que vous ne pouvez pas, par exemple, vous ne pouvez pas vous exprimer sur l'esclavage noir si vous êtes blanc. Il y a plein d'exemples où des auteurs, il y a une femme cinéaste il y a quelques années qui a été attaquée aux États-Unis parce qu'elle avait écrit un film sur le racisme anti-noir. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est pas de dire que vous appartenez à une race parce qu'on vous a mis comme ça, c'est que l'on utilise ça en vous essentialisant et en ne vous ramenant qu'à cela. C'est-à-dire vous ne pouvez plus être sensible au racisme que subissent les autres. Et donc vous n'avez plus le droit de vous battre contre le racisme anti-noir, par exemple. Vous ne pouvez que suivre ceux qui savent.